Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, un spécialiste des investissements à impact en Europe. Aymeric Young sera avec nous en début d'émission. La dérive des marchés financiers l'a amené, c'est ce qu'il dit, à se concentrer sur des projets financiers plus solidaires. Il nous expliquera tout de son travail chez Cadia Impact France dans quelques instants. Également dans cette émission, le do-it-yourself. Traduisez, faites-le vous-même. Cette pratique qui consiste à fabriquer soi-même ses produits prend de l'ampleur. Écologie, économie, transparence ou satisfaction personnelle. Pourquoi séduit-elle de plus en plus de Français? Réponse tout à l'heure. Enfin, des produits cosmétiques dédiés aux sportifs. Éco-responsables bio fabriqués en France. Clean Hugs s'engage pleinement pour l'environnement et pour l'hygiène des sportifs. On parlera avec lui de ce lien entre respect de l'écologie et respect du corps. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre premier invité est Aymeric Young, Managing Partner chez Cadia Impact France, une des premières sociétés d'investissement à impact en Europe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Impact. Vous portez la voix aujourd'hui d'une économie plus verte, plus durable, même régénératrice. Expliquez-nous ce concept d'économie régénératrice, Aymeric Young. Alors déjà, le cadre de l'économie régénératrice, c'est notre cadre de travail pour l'impact investing. Donc en tant que société d'investissement, en Suisse d'abord, en France maintenant, mais avec beaucoup de participation en France. On a mis en place un fonds de private equity en impact investing avec l'économie régénératrice comme moteur. Donc l'impact investing, ça veut dire, c'est né en 2007, ça se développe, c'est la volonté de faire un investissement avec un impact environnemental et social qu'on peut mesurer tout en ayant de la performance financière. Et le private equity, c'est donc dans le domaine des investissements directs dans des plus ou moins petites ou plus ou moins grandes entreprises. Et en fait, le cadre de l'économie régénératrice, c'est de se dire qu'on va mettre en place une économie qui va être capable de rendre plus qu'elle ne prend. Et ce concept vient de l'agriculture, puisqu'il y a aujourd'hui qu'en agriculture que vous êtes capable de créer de la valeur, créer de la richesse, tout en améliorant le sol, la biodiversité ou votre environnement. Ça n'existe pas en économie, donc l'économie régénératrice n'existe pas, et c'est notre grande ambition de la mettre en place. Je peux vous répondre sur les piliers de l'économie régénératrice, qui sont les piliers du fonctionnement d'un écosystème. Ça veut dire que dans un écosystème, dans la nature, vous avez le local, le circulaire, le fonctionnel et la collaboration. Donc c'est vraiment le pilier des éléments qui font qu'un écosystème est durable par nature et qu'on essaye d'appliquer à l'économie en regardant le business model d'une entreprise, l'amener vers un écosystème. Aujourd'hui, Aymeric Young, vous portez bien la voix, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, de cette économie plus verte, plus durable, même régénératrice. Vous évoluez dans le monde de la finance depuis un bout de temps maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené à vous concentrer aujourd'hui sur ces projets-là, des projets financiers solidaires à impact ? Alors, dans la finance, oui, depuis plus de 20 ans, et en banque très classique, salle de marché, banque en Angleterre, Lehman Brothers en 2008. Pour moi, ça a toujours été un aspect en ingénierie financière, en banque d'affaires, trouver des solutions, chercher des solutions. Et le déclic, si on peut parler de déclic, c'est en 2007. Avant la crise financière, il y a eu une crise alimentaire qui fait que tous les produits de l'alimentation ont augmenté. Ça après provoqué les émeutes de la faim, un problème vraiment mondial. Et bien sûr, les banques regardaient ce problème, essayaient de trouver des solutions. Et les solutions qu'on proposait, c'était des solutions quantitatives. Une population qui augmente, donc produire plus. Et très souvent produire plus en achetant des terres en Afrique, en Amérique du Sud, de façon massive. Et à partir de là, moi, je me suis dit que c'était une solution qui n'était pas durable. C'est une solution à court terme, quantitative. Et j'ai rencontré plein d'acteurs. C'est un peu un chemin personnel pour voir que les solutions venaient de la qualité, de la nutrition, une nourriture de qualité qui nous nourrit correctement, et surtout la logistique. Donc totalement changer le système alimentaire mondial, et pour avoir une solution donc durable et pas à court terme quantitative. De quelle manière ces projets, je crois aussi que ça vous tient à cœur de faire de la pédagogie là-dessus, sont-ils plus résilients, ces projets financiers plus solidaires, sont-ils plus résilients et même fortement créateurs de valeur ? Alors, dès que vous apportez
vous pensez écosystème, vous pensez global, vous apportez de l'autonomie, de la résilience en étant plus local, plus collaboratif, vous résistez au choc. C'est aussi la base de l'agriculture. Si dans la ferme, sur votre écosystème, vous avez tous les éléments sous la main et vous ne dépendez pas d'input externe, vous êtes plus résilient. Et ensuite, appliqué à l'économie aujourd'hui, nous, on recherche des entreprises qui sont transformatrices, innovantes, qui vont transformer leur chaîne de valeur. Je peux vous donner des exemples si ça vous intéresse. C'est là où on va se concentrer. Des entreprises qui sont par nature, on dit par nature, par design, à impact positif. Et puis, on va continuer à les améliorer sur tous les piliers de l'économie régénératrice. Aymeric Jung, parlez-nous de ce nouveau fonds dont vous venez de clôturer la levée. Alimentation, énergie, dites-nous dans quel secteur il va investir. Dans 3 secteurs, l'efficience énergétique, l'alimentation durable et l'économie circulaire, parce que l'économie circulaire est une partie de l'économie régénératrice comme l'économie collaborative. Une précision, c'est que on pense qu'on investit dans des entreprises qui sont amenées à croître parce qu'elles ont un impact positif, qui seront leaders dans leur secteur. Donc, on ne fait pas de sacrifice entre performance et impact. On est sur la juste rémunération du risque. Quand vous êtes en private equity dans les petites entreprises, c'est des performances qu'on attend autour de 10% en général. Et peut-être quelques exemples. Dans l'économie circulaire, une société française, SOS Accessoires, qui est totalement nouveau, qui existe depuis longtemps, mais qui amène la convergence entre aujourd'hui le désir du consommateur de ne pas spécialement voir recycler un produit ou changer un produit, mais SOS Accessoires vous permet d'acheter une pièce détachée, un tuto en ligne pour réparer vous-même le produit. Donc en économie de matière, c'est considérable, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'économie circulaire ne représente que 10% de l'économie mondiale. On est dans une entreprise qui transforme la façon de consommer son électroménager et donc de le réparer. Plus ils vont grandir, plus ils auront un impact positif et de plus en plus de bénéficiaires. Pareil, un métier nouveau, une société française dans laquelle nous sommes investis, Sophie Group, qui vient reconditionner les téléphones portables. C'était un métier qui n'existait pas, donc elles sont en train de changer leur secteur. Et un autre investissement, toujours dans le même domaine, Fairphone, qui là, lui, essaye de développer le téléphone éthique. Pour quelles raisons visez-vous surtout les PME ? Alors, parce que pour l'instant, déjà, l'impact investing, je vais dire, tel qu'on va le désigner en impact positif et pas en réduction de l'impact négatif. On est plutôt sur des montants d'investissement qui sont plus faibles. Ça représente moins de 1% de la finance mondiale. Notre fonds fait 53 millions. On a investi un peu plus de 200 millions en ces 10 dernières années. Donc on reste dans des montants assez faibles par rapport à la finance mondiale, mais qui sont amenés justement à augmenter, puisque beaucoup de personnes comprennent que c'est l'économie de demain et cette nouvelle économie qu'il faut créer. Quelque chose de très intéressant aussi, Aymeric Jung, vous avez développé votre propre méthodologie, non pas de mesure, mais de gestion de l'impact des entreprises dans lesquelles vous investissez. Pourquoi gestion et pas mesure ? Alors c'est la grande différence, on faisait de la mesure au départ, mais en fait... On mesure l'impact des entreprises. On mesure l'impact, on va expliquer quelle est l'empreinte carbone ils réduisent leur empreinte carbone, le gaspillage qu'ils vont éviter. Encore un exemple, les épiceries Nous Anti-Gaspi qui sont créées en France pour récupérer une marchandise qui était jetée auparavant. Mais lorsque vous faites ça en tant qu'investisseur, finalement, vous vous attribuez l'impact de l'entreprise. Quel est votre rôle en tant qu'investisseur d'impact? C'est de rentrer dans l'entreprise, avoir un pacte d'actionnaires où vous expliquez qu'il y a une feuille de route, que vous allez mettre en place des dépenses spécifiques pour passer à l'énergie renouvelable, réduire les déchets, améliorer la chaîne de valeur, améliorer la gouvernance de l'entreprise. Donc c'est comment être actif dans l'entreprise avec des objectifs déterminés. Donc cette feuille de route que vous décidez que vous co-construisez avec l'entreprise pour qu'elle aille vers l'économie régénératrice, donc qu'elle aille vers son écosystème, que l'entreprise ne soit pas la meilleure du monde, mais la meilleure pour le monde, et qu'on parle enfin de stakeholder value et pas de shareholder value, c'est-à-dire la valeur pour tous les partenaires de l'entreprise, de la chaîne de valeur, et pas juste les actionnaires. Il nous reste 10 secondes. Entreprises, investisseurs donc, semblent de plus en plus convaincus par la nécessité d'une économie plus solidaire, plus durable. Les institutions financières aussi favorisent de plus en plus ces pratiques. Que manque-t-il selon vous, en quelques secondes, Aymeric Jung, pour vraiment voir l'investissement impact se déployer ? Alors 2 choses. L'éducation. Et nous, on fait beaucoup d'entreprises en B2C, donc qui vont répondre aux besoins du consommateur maintenant. Être conscient de ce qu'on souhaite en tant que consommateur. Le meilleur investissement, c'est la dépense qu'on va faire en fait en tant que consommateur. Oui, beaucoup de personnes se mettent à l'impact. Attention,
de l'intention qu'il y a derrière, que ce ne soit pas la vente d'un produit financier, mais vraiment l'envie de changer une économie, d'avoir une meilleure économie. Et une citation pour répondre, en fait, c'est dans la vie, il y a certaines personnes qui regardent le monde tel qu'il est et qui se demandent pourquoi, d'autres qui regardent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. Et je crois que c'est Georges Bernard Shaw. Merci beaucoup, on va terminer sur ces mots. Merci Aymeric Jung d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes Managing Partner chez Cadia Impact France. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre débat RSE. On revient sur la semaine du Do It Yourself. Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui, le do it yourself, traduisez, fais-le toi-même, considéré par certains comme un véritable art de vivre. Il fait de nombreux adeptes à travers le monde depuis plusieurs années et a littéralement explosé pendant la pandémie de Covid-19 pour mettre en lumière la pratique. La plateforme spécialisée iMake a fait équipe avec Pinterest pour organiser la seconde édition de la semaine du do it yourself. C'était la semaine dernière. Elodie Abécassis, fondatrice d'iMake, la marketplace de référence pour tout faire soi-même, et notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Vous êtes accompagné de Johan Gipsch, directeur des contenus et des créateurs Europe du Sud de Pinterest, la plateforme mondiale de l'inspiration. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci à tous les deux d'être là pour mettre en lumière, là aussi sur ce plateau, la pratique du do-it-yourself. Première question, Elodie Abécassis, pourquoi ce partenariat entre vos deux entités? Qu'est-ce qui vous rapproche? Oui. Alors, le partenariat avec Pinterest a eu beaucoup de sens. En fait, sur Pinterest, vous trouvez l'inspiration pour tout faire soi-même. Et sur iMake, vous trouvez ensuite toutes les fournitures. Donc, nous avons plus de 350 000 références de fournitures, de matériel pour tout faire soi-même. Donc voilà, ça a été très naturel dans nos discussions de pouvoir passer de l'inspiration à la réalisation. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce partenariat pour cette deuxième édition de la semaine du Do It Yourself. Johan Gipsch, c'est ça, vous êtes complémentaires en fait ici. Oui, il y a une logique totale dans cette collaboration. Si vous voulez, si on peut reprendre rapidement la mission de Pinterest. Notre mission, c'est d'apporter de l'inspiration pour nos créateurs au quotidien, pour qu'ils puissent créer la vie qu'ils aiment. Donc le terme important là-dedans, c'est vraiment le mot « créer ». On est vraiment un trait d'union entre le digital, on va chercher l'inspiration, et la réalité, où on va vraiment réaliser nos projets. Que ce soit pour réaliser une bougie personnalisée pour son salon, ou bien un cas très personnel. J'avais un dîner à la maison, j'ai dû faire une recette végane, je ne suis pas un expert. J'ai trouvé la recette, et surtout, j'ai pu retrouver tous les tips, tous les conseils, toutes les astuces de la créatrice sur Pinterest pour que je puisse poser mon téléphone et créer dans la vraie vie. Donc il y a vraiment le do-it-yourself et finalement en filigrane un peu partout sur Pinterest. Vous parlez de tips, de conseils. Quel était l'objectif justement de cette semaine du do-it-yourself, Elodie Abécassis? C'était ça justement, faire beaucoup plus de contenu cette semaine-là pour donner encore plus de conseils aux utilisateurs pour faire soi-même ces produits? Oui, exactement. Nous avons une communauté forte rassemblée autour du do-it-yourself. Une communauté d'un côté de créateurs de contenu qui sont chacun spécialisés dans nos univers. Donc que ce soit en couture pour la mercerie, des spécialistes plutôt des bijoux DIY, donc des bijoux par exemple en nacre et feuilles dorées, que ce soit des spécialistes de la cosmétique DIY ou même de la déco. Et donc on rassemble cette communauté et cette communauté nous demande toujours plus de contenu, plus d'inspiration, plus de tutoriels. Et donc, l'objet de cette semaine du Do It Yourself, c'était en une fois de publier en fait une vingtaine de tutoriels exclusifs sur Pinterest sous forme d'épingle idée, voilà, qui est un contenu en fait très vidéo, très dynamique et qui permet de rapidement trouver de l'inspiration et ensuite de trouver les matières. Johan Gipsch, pourquoi cette pratique chère à nos grands-mères, c'est pas un phénomène nouveau de faire les choses soi-même, pourquoi, selon vous, elle prend de l'ampleur en ce moment, peut-être plus que jamais? Alors, c'est quelque chose qui a été toujours très présent sur la plateforme de Pinterest. C'est pas nouveau chez nous, évidemment. Le confinement a accéléré peut-être cette pratique. On l'a vu, je pense, sur iMake, une augmentation de l'audience. Chez nous aussi, elle a été importante. Mais c'est vrai qu'on a tous une envie de mieux comprendre ce que l'on consomme, de mieux être maître de ce que nous faisons. Donc, c'est vrai que le do-it-yourself apporte voilà, cette meilleure compréhension de notre quotidien. Donc c'est vrai que c'est très lié aussi à notre stratégie de contenu. On voit que nos utilisateurs, donc près de 20 millions d'utilisateurs tous les mois en France, recherchent toujours plus de conseils à mieux comprendre pour pouvoir refaire chez eux. D'où le lancement du format épingle idée dont Elodie parlait il y a quelques instants. Un format déjà vidéo natif à Pinterest, donc qui est vraiment
très innovant par rapport à l'historique de la plateforme qui a été pendant très longtemps une plateforme statique, photo. Donc c'est vraiment la volonté d'aller encore plus loin pour nos utilisateurs, pouvoir transmettre encore plus, mais aussi une porte ouverte pour nos créateurs de contenu, pour qu'ils puissent s'exprimer de façon ultra créative, pour qu'ils puissent transmettre encore mieux. Donc c'est vraiment une innovation très importante pour nous, et ça va être le réceptacle de l'ensemble des innovations que nous allons lancer pas plus tard que la semaine prochaine, lors du Creator Festival le 20 octobre, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les créateurs de contenu sur Pinterest. Vous parliez, Johan Gipsch, d'explosion, on va dire, de la tendance pendant la pandémie de Covid-19. Le do-it-yourself, le faire soi-même, ça prend du temps. Les périodes de confinement étant terminées, Élodie Abécassis, est-ce que je ne sais pas, vous ne craignez-vous pas un pchit de la pratique maintenant? Non. Alors non, déjà la tendance du faire soi-même préexistait à la pandémie. On avait déjà une étude de l'Obsoco qui disait que en France, 8 Français sur 10 en 2018 avaient déjà fait par eux-mêmes au moins une activité dans l'année. Alors post-Covid, on est passé à 9 Français sur 10, donc on a une augmentation, mais c'est une tendance de fond. Et pourquoi c'est une tendance de fond? Parce que les piliers en fait moteurs du faire soi-même sont des piliers qui vont perdurer. Le premier, c'est le respect de la planète, le fait de consommer moins mais mieux. Et donc, par exemple, de faire ses lingettes démaquillantes plutôt que d'acheter sans arrêt du coton à jeter, de faire son dentifrice solide, ses shampoings solides pour limiter en fait les déchets produits par le foyer. Donc ça, c'est la première chose, le respect de l'environnement. C'est, je pense, quelque chose qui perdurera bien après la pandémie. C'est une tendance de fond. Voilà. De la même façon, faire des économies, gagner en pouvoir d'achat. Le troisième moteur, c'est souvent la satisfaction personnelle, le plaisir que l'on a à faire soi-même quelque chose ou à l'offrir. Et donc, ça, pareil, ça perdurera après la pandémie. Et nous, en tout cas, dans nos chiffres, on est en croissance de 30% ce mois-ci par rapport au mois précédent. Et c'est pas lié à un quelconque confinement actuel. Vous parliez tout à l'heure de couture, de bijouterie. Johan Gipsch, je crois qu'on peut aussi parler de produits d'entretien, de cosmétiques. Quelles sont les pratiques possibles du do-it-yourself? Est-ce que, je ne sais pas, sur le papier, on peut tout faire? Tout est possible? Il me semble, en tout cas, si on regarde les thématiques fortes sur Pinterest, pour compléter ce que disait Élodie, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui peut s'arrêter parce que les gens sont retournés au travail. La cuisine, c'est du do-it-yourself. La mode, c'est du do-it-yourself. Donc, ce sont des choses qu'on continue à faire tous les jours, travail ou pas travail. Donc, nos thématiques clés, elles vont être extrêmement larges sur l'univers du lifestyle. Donc, la cuisine, évidemment, la décoration, la beauté, la mode, même le voyage. Donc, ce sont des thématiques qui sont en pleine explosion. Et donc, je ne suis pas du tout inquiet pour l'avenir de cet univers. Johan Gipsch, est-ce qu'on peut parler de profil type, d'aficionados de la pratique du do-it-yourself? Ou est-ce que ça parle à tout le monde? Ce serait très difficile à dire parce qu'on voit, on pourrait imaginer peut-être une cible un peu plus âgée, peut-être qui a un peu plus de temps, mais ce n'est finalement pas tant le cas sur les chiffres. On voit une explosion de notre audience sur la Gen Z, une très forte croissance. Donc je ne pense pas, je pense qu'Élodie observe la même chose sur iMake. Oui, nous, on a vraiment tous les âges, toutes les catégories d'âge représentées. La seule chose, c'est que pour l'instant, c'est encore assez féminin. On a 85% de nos clients qui sont des femmes. Alors, on essaye de proposer des tutoriels aussi qui parlent aux hommes. Mais en termes d'âge, c'est vraiment toutes les générations. Et effectivement, les gens plus jeunes sont encore plus intéressés et profondément affectés par l'avenir de notre planète et leur façon de consommer. Et donc, c'est encore plus naturel pour eux de consommer différemment et de faire eux-mêmes plutôt que d'acheter un produit fini dont ils ne connaissent pas forcément la source, dont ils ne connaissent pas forcément les ingrédients. Et donc, c'est vraiment une population très large que l'on a chez iMake. On a par exemple plus de 13 millions de vues mensuelles sur la page iMake de Pinterest. Et on a des statistiques d'âge sur ces vues. Et j'ai encore regardé hier, c'est vraiment réparti vraiment sur tous les âges. Donc, ça touche toute la population. Élodie Abécassis, que diriez-vous à ceux qui pensent, et peut-être qu'ils sont nombreux, que le faire soi-même, ça peut être un processus long, laborieux, pour des gens qui ne sont pas très manuels. C'est ce qu'on peut se dire aussi quand on pense à cette pratique. Que leur diriez-vous? Oui,
Je suis d'accord avec vous, c'est la première impression, c'est-à-dire c'est le premier frein. Et on s'en rend compte dans nos différentes études. Le premier frein, c'est le temps. Et le deuxième frein, c'est le manque de conseils. Ils ne savent pas comment se lancer, par quoi je commence, où. Et donc c'est pour ça qu'iMake existe en fait. On avait une offre dans le DIY qui était très fragmentée. Il y a des milliers et des milliers de marques de fournitures de do-it-yourself. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de sens d'avoir choisi notre modèle qui est la marketplace, parce que nous avons pu rassembler au même endroit toute l'offre. Et donc justement, face à cette problématique de temps, notre objectif, c'est de vous faire gagner du temps. Donc vous gagnez du temps parce que vous trouvez rapidement l'inspiration par un tutoriel, et ensuite vous trouvez en un clic, vous cliquez sur mettre tout au panier, et vous avez en un clic toutes les matières pour réaliser votre savon, votre shampoing solide, votre petite jupe, votre bijou en nacre. Donc finalement, on a justement participé à ce gain de temps qui était le vrai frein, vous avez raison, et qui est résolu sur iMake. D'ailleurs, question Johan Gipsch, peut-être même question à Elodie Abécassis. De quelle manière travaillez-vous avec les marques partenaires, avec des fournisseurs, comment on travaille avec est-ce qu'on leur demande elles aussi d'avoir des critères, d'être éco-responsables? Comment ça marche? Alors, je ne pourrais pas vraiment répondre sur la partie marque, ce n'est pas vraiment le cœur de mon activité. Je pourrais plutôt parler de la partie créateur de contenu. Juste pour compléter ce que disait Elodie et votre question sur le temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant sur Pinterest. Je ne sais pas si c'est forcément néfaste, ce besoin de temps, le retour du temps long. Quand je dis temps long, tout est relatif évidemment, mais c'est vrai que sur Pinterest, le format que nous proposons, ce format épingle idée, c'est un format qui a... où on permet un peu plus de temps aux créateurs de s'exprimer, d'expliquer. Si on veut reproduire quelque chose chez soi, complexe ou pas, on a envie de bien comprendre ce que le créateur, que ce soit un grand chef ou bien un kidam qui a une expertise particulière sur un sujet, on veut bien comprendre ce qu'il a à nous transmettre. Donc c'est vrai que sur Pinterest, le temps est un peu plus long, on donne plus d'options au créateur pour exprimer sa créativité, et surtout c'est un contenu qui ne disparaît pas au bout de 24 heures comme sur certaines plateformes digitales. Voilà. Elodie Abécassis, sur cette question des marques partenaires avec lesquelles vous travaillez, comment vous les sélectionnez? Oui, donc nous avons plus de 2000 marques présentes sur la plateforme iMake, et nous avons une charte avec des critères pour sélectionner les fournisseurs, et donc notamment des critères liés aux valeurs, pour être sûr que les valeurs des marques soient cohérentes avec les valeurs d'iMake. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir mis en lumière cette pratique du do-it-yourself qui marche, qui fait son chemin dans le quotidien et dans les habitudes des Français. Elodie Abécassis, fondatrice d'iMake, et Johan Gipsch, directeur des contenus et des créateurs Europe du Sud de Pinterest. Merci beaucoup à tous les deux. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est celle de Jérémy Benoliel, cofondateur de Clean Hugs, marque de cosmétiques française dédiée aux sportifs. Des produits naturels fabriqués en France, respectueux de la peau et de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci Impact. beaucoup. Clean Hugs naît d'un problème de santé, je crois, vous concernant, Jérémy Benoliel. Racontez-nous. Exactement. Donc, avec mon associé, Adrien, on pratique tous les deux, on est tous les deux pratiquants de jiu-jitsu brésilien, qui est un sport de contact. Et effectivement, lors d'un entraînement, j'ai attrapé un staphylocoque doré. Staphylocoque doré, on en meurt. C'est une infection de la peau. Et donc voilà, ça m'a un petit peu poussé, mes deux parents étant médecins, ça m'a un petit peu poussé à m'intéresser à tout ça, en fait, tout ce que peuvent rencontrer les sportifs jour, après leur entraînement, durant leur entraînement. Puis je me suis rendu compte que de manière générale, en fait, tous les pratiquants de sport étaient sujets à des petites irritations de la peau, des choses beaucoup plus graves comme le staphylocoque, les coureurs, les nageurs, évidemment les pratiquants de sport de combat aussi. Mais voilà. Et surtout, le truc, c'est que je me suis dit, ce qui est fou, c'est qu'on ramène ça chez nous. Voilà. Et parce que ce sont des maladies qui sont souvent transmissibles. Donc voilà. Donc je me suis intéressé à une manière d'éviter ça à travers des produits d'hygiène naturels et biologiques et fabriqués en France. C'est comme ça qu'est né Clean Hugs. On va rentrer dans le détail. Juste une question, ça m'intéresse ce que vous dites. Salle d'entraînement, vestiaire, vous pensez vraiment que ces endroits, ces lieux sont plus sujets, sont plus sensibles à des infections Vous savez, on dit tout le temps l'eau c'est la vie, ce qui est vrai, mais donc l'humidité, le passage, mais
quelque part, on va parler des vestiaires, alors sans être anxiogène, sans rentrer dans quelque chose, mais vous passez votre journée, on va y aller directement dans vos chaussettes, techniquement, dans vos chaussures, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. À partir du moment où il y a humidité, il peut y avoir macération et donc possibilité de prolifération de champignons, de choses comme ça. Expliquez-nous alors quels produits d'hygiène proposez-vous avec Clean Hugs, des savons, des déodorants? On a commencé en fait avec 4 savons. Donc on utilisait des huiles essentielles. Je me suis tourné vers des amis de mes parents, mon père spécifiquement, qui était donc dermato. Et puis en demandant quelles huiles essentielles fonctionnaient réellement, quelles étaient les propriétés vraiment prouvées. Ça, c'est quelque chose de très important chez Clean Hugs. C'est même pas qu'on essaye, c'est que de manière générale, tout ce qu'on propose a été prouvé. C'est-à-dire qu'on ne va pas avancer des choses comme ça. Il y a beaucoup de théories en ce moment autour du CBD, des choses comme ça. Ce sont des choses qui ne sont pas prouvées cliniquement. Voilà, nous, les huiles essentielles qu'on utilise ont toutes été prouvées cliniquement, donc avec des vertus antifongiques, antibactériennes. Donc on a commencé avec ces 4 savons saponifiés à froid, qui permet, alors ça, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en gros ça permet d'éviter une montée en température trop haute, donc de conserver la propriété des huiles essentielles. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a un vrai aspect pharmaceutique presque dans vos produits. Oui, alors il y a quelque chose en France où il y a, on est le pays qui a le plus de lois et le plus de, et ce qui est très bien, ça nous permet d'exporter dans le monde entier. Sans vraiment avoir à souscrire à d'autres labels ou des choses comme ça à travers le monde. Donc on est un des pays les plus contrôlés avec le plus grand nombre de lois, voilà, à ce niveau-là. Donc on n'est pas dans la pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on utilise... Vous n'avez pas le droit, en tout cas, voilà, de exactement. le dire. C'est-à-dire que si on augmentait notre taux d'huile essentielle, mais ce qui prouve quand même que il y a un réel impact sur la santé, sur le physique, si on augmentait notre taux d'huile essentielle dans ces savons, en l'occurrence, puisque c'est vraiment cela, effectivement, on pourrait éventuellement passer dans du pharmaceutique. Mais là, honnêtement, on est sur des trucs beaucoup plus compliqués. Maintenant, voilà, la quantité d'huile essentielle a été prouvée, testée, et on sait aujourd'hui que nos savons ont ces vertus antifongiques, antibactériennes grâce à ces huiles essentielles. Donc on a compris comment vous les confectionnez, comment vous les pensez, comment sont-ils produits? Donc ils sont fabriqués en France, ça aussi c'est important pour vous? Il faut savoir donc qu'on a commencé avec ces 3 savons puis 4, et donc on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup, les produits, surtout notre packaging qui plaisait énormément, et donc on a commencé à en vendre ces savons qui à la base étaient pour les sportifs. Nous on en vendait ça à nos amis sur les bords des tatamis, et puis on s'est rendu compte que ça plaisait, et donc on a commencé à développer d'autres produits qui sont de l'ordre de l'hygiène du quotidien. On a des déodorants qui sont peut-être les meilleurs déodorants du monde. C'est absolument incroyable, c'est devenu notre fer de lance, ce déodorant, vraiment, parce que c'est vraiment phénoménal. Et puis donc bio, naturel, et tous nos produits sont fabriqués en France. Et puis on va, j'imagine, venir à la bouteille de gel douche. Tout est absolument fabriqué en France à la main. Notre coût carbone est quasi zéro. Il nous reste quelques secondes. J'aimerais vous poser cette question du lien peut-être que vous faites entre le respect du corps et le respect de l'environnement. J'ai l'impression que les deux sont liés. Exactement. On est parti du principe que nous, on est des sportifs. Les sportifs participent aussi à... Enfin, on a besoin de l'environnement. C'est notre aire de jeu. C'est comme ça souvent qu'on le présente. L'environnement, la planète, sans pas rentrer dans des grands trucs, et notre aire de jeu, on est obligé d'y faire attention. Quelque part, si ceux qui l'utilisent le plus et qui l'utilisent pour leur plaisir, eux ne font pas attention, on s'est dit qu'il y avait un décalage. Voilà, donc on est vraiment dans le respect de l'autre, de soi et de la planète. Merci beaucoup Jérémy Benoliel d'avoir été avec nous, cofondateur de Clean Hugs. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Smart Impact. C'est déjà la fin de cette émission. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Joséphine Dacoury qui m'a aidé à préparer cette émission. À demain.